Peut-être avez-vous déjà entendu cet adage montessorien. Toute aide inutile est une entrave. Cette petite vidéo vise à illustrer ce principe à travers plusieurs exemples pratiques. Je suis Bérangère Colly, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Est-Créteil, et je vais essayer ici de vous raconter ce principe entre théorie et pratique. Je vais explorer ce principe en 2 vidéos. Il s'agit de la première, ici, qui explore le principe et ses implications pratiques. La seconde explore la question de l'erreur, mais vous pouvez aussi les regarder séparément. Avant de commencer, je demande votre indulgence. J'ai enregistré ces vidéos avec mes tout petits moyens techniques. J'ai dû parfois recommencer plusieurs fois. C'est donc du fait maison, avec du son loin d'être parfait, quelques ratés techniques qui, j'espère, n'entraveront pas l'essentiel, la réflexion. Bonne écoute! Pour commencer, il nous faut repartir d'un élément d'organisation des classes montessoriennes, à savoir la liberté de mouvement. La pensée montessorienne se fonde sur ce qu'elle nomme une philosophie du mouvement, qui rappelle l'importance du corps et la nécessité de se mouvoir pour l'enfant et pour tout être vivant en général. Cette place cruciale du mouvement et du corps amène un grand changement par rapport aux pratiques traditionnelles d'éducation. Maria Montessori le décrit ainsi. Elle écrit que toute manifestation ayant un but utile, quelle qu'elle soit, et sous quelque forme qu'elle se présente, doit lui être permise, c'est-à-dire à l'enfant. Et le maître doit l'observer. Voilà le point essentiel. Autrement dit, l'adulte, dans le vocabulaire montessorien, alors qui concerne les enseignants, les éducateurs, mais aussi les parents et tous les adultes en général, l'adulte donc doit être, dit Maria Montessori, plus patient qu'actif. En acceptant de devenir passif, il admet que la vie et ce qui en découle a son autonomie et que pour l'étudier, saisir ses secrets, il faut l'observer sans intervenir. Alors, s'agit-il pour l'adulte de placer des enfants dans une salle et d'observer ce qu'il se passe? Bien entendu, pas du tout. Dire cela suppose en réalité une action très fine de la part de l'adulte que j'essayais de décrire il y a quelques années par une expression, la suspension de l'action. Je me suis notamment inspirée de l'expression que l'on trouve dans la philosophie chinoise, le Wu Wei, c'est-à-dire le fait d'agir sans agir. Le principe est celui-ci. L'adulte, pour une raison déterminée et ou par principe, suspend volontairement un geste, une impulsion, une parole ou un commentaire aussi, dans le but de laisser l'action de l'enfant se faire et dans le but d'observer. C'est donc une action volontaire, mais qui consiste, paradoxalement, dans le fait de ne pas agir. La suspension de l'action peut tout à fait être rattachée à la notion de réticence qu'utilisent les didacticiens. Je pense notamment à Gérard Sansevy, j'en dirai 2 mots. À mon avis, la suspension de l'action peut être comprise comme une forme concrète et objectivable de la bienveillance dont on parle tant depuis quelques années, de la bienveillance épistémique, c'est-à-dire liée à la transmission du savoir. Donc, une bienveillance bien loin des préconisations vagues et un peu naïves de cette notion, et surtout déconnectée de la transmission des savoirs et de la culture. Pour celles ou ceux qui voudraient approfondir cette question, j'ai décrit ces éléments de manière plus scientifique, plus philosophique, dans un ouvrage publié en 2017 et coordonné par Philippe Forêt et Alain Kerlan, et de manière plus vulgarisée, mais en italien, dans la revue montessorienne Momo. Je vous invite à vous y référer si vous le souhaitez. Avançons dans la réflexion à partir d'un exemple donné par Maria Montessori elle-même dans le premier tome de la pédagogie scientifique. Laissons Maria Montessori raconter, et là je la cite. Une autre fois, les enfants s'étaient réunis dans la salle et bavardaient autour d'une cuvette d'eau où flottait quelque chose. Nous avions à l'école un tout petit enfant qui avait à peine 2 ans et demi. Tout seul derrière, il essayait de voir lui aussi ce qui se passait. Je l'observais à distance. Il s'était d'abord approché du groupe, puis, repoussé par les petites mains des enfants, il comprit qu'il n'arriverait pas à se faire place. Alors, il était resté en arrière et regardait autour de lui. Maria Montessori continue. Je pris une petite chaise et la lui portai derrière le groupe pour qu'il pût monter dessus.
Il s'approcha, le visage illuminé d'espoir. Mais, à ce moment, la maîtresse le saisit brutalement à bras-le-corps, oh, sans doute gentiment, pensait-elle, et lui fit voir la cuvette. L'élevant au-dessus du groupe, elle lui dit « Viens, mon chéri, viens, pauvre petit, regarde donc toi aussi. » L'enfant, apercevant ce qui flottait, n'eut certes pas la joie qu'il aurait éprouvée en vainquant l'obstacle grâce à ses propres forces. Et le spectacle ne lui apporta aucun des avantages que lui eût apporté son effort intelligent en développant ses forces intérieures. Que veut nous dire Maria Montessori à travers cet exemple? Et finalement, quel est le problème? Après tout, la maîtresse, pétrie de bienveillance, avait aidé un enfant qui avait objectivement besoin d'aide. Cet enfant ne voyait rien et il n'avait pas réussi à s'imposer auprès de ses camarades, et la maîtresse l'a aidé à mieux voir. Le problème, dit Maria Montessori, c'est qu'en voulant bien faire, l'enseignante, je la cite, empêcha ainsi l'enfant de s'éduquer lui-même. Regardons une fois encore ce qu'elle écrit. Il avait été sur le point de se sentir victorieux, et il se retrouva brusquement entre deux bras secourables, comme un impotent. Sur son visage s'éteignit cette expression de joie, d'ardeur, d'espérance qui m'avait tant intéressé. Et il ne resta que l'expression de l'enfant, qui sait bien que d'autres vont agir pour lui. Il y a donc un enjeu moral, et pourquoi pas politique, au sens large. Si nous faisons toujours tout à la place des enfants, comment pourront-ils se construire et comment vont-ils se construire? Mais, me direz-vous, Maria Montessori est intervenue, elle aussi. Oui, elle est intervenue, certes, mais elle n'a pas agi à la place de l'enfant. Elle a donné à l'enfant un moyen pour qu'il y parvienne mieux, mais par lui-même. Elle a donc aidé de manière parcimonieuse dans l'objectif de permettre l'activité libre de l'enfant. La maîtresse, elle a donné une aide inutile en faisant à sa place. Et cette aide inutile s'est révélée une entrave. L'enfant n'a pas pu, je cite Maria Montessori, vaincre l'obstacle grâce à ses propres forces. Pour comprendre encore autrement cet exemple montessorien, peut-être pouvons-nous nous poser la question: qu'est-ce qui compte? Le résultat? Par exemple, un dessin bien fait, un dessin bien normé, ou le chemin pour arriver à ce résultat? Lorsque nous laissons faire, lorsque nous acceptons de ne pas intervenir de manière intempestive, pour l'enfant, plusieurs choses importantes sont en jeu. Ce n'est pas exhaustif, bien entendu. Le plaisir de faire par soi-même, comme un grand ou comme une grande, de prendre une responsabilité, donc en jeu celui de se donner des objectifs, de se projeter. Le fait de se confronter à la difficulté et à l'erreur, donc en jeu le goût de l'effort et de la persévérance. L'estime de soi-même, enfin, la sensation d'être capable, et en jeu le fait d'éprouver ses forces en construction. Or, plus nous faisons à la place, moins nous permettons aux enfants de se confronter à la difficulté. Nous risquons donc d'encourager à la passivité, c'est ce que dit Maria Montessori, mais aussi de passer le message qu'il est impossible de se tromper, qu'il faut réussir tout et tout de suite. Il y a donc là un enjeu éthique essentiel. Alors bien entendu, tout cela ne se fait pas sans conditions, et nous pourrions mentionner au moins un milieu suffisamment stimulant et adapté qui permette cette indépendance, un adulte suffisamment sécurisant et encourageant sans être envahissant, du temps, parce que si l'enfant ne réussit pas tout de suite, il faut qu'il ait le temps de recommencer, de répéter, d'expérimenter. Enfin, une sécurité chez l'adulte, qui soit capable de laisser faire l'enfant, les enfants, sans les abandonner. J'ajoute enfin, même si la formulation mériterait peut-être des ajustements, une invitation à l'activité constructrice. Dans le cadre de l'école notamment, nous ne sommes pas dans un face-à-face entre adultes et enfants, ne serait-ce que par la présence du matériel, du cadre, du savoir et de la culture. Il ne faut donc pas ignorer qu'il y a aussi une incitation à l'action constructrice pour les enfants, même dans un cadre de liberté, et même si cette incitation et ces formes institutionnalisées prennent des formes différentes, dans les pratiques montessoriennes en tout cas, selon l'âge des enfants. Pour le dire encore autrement, cette suspension de l'action s'ancre dans un cadre qui reste celui d'une éducation. Mais finalement, pourquoi aidons-nous ou pourquoi intervenons-nous? C'est en réalité très fréquent, y compris entre adultes.
Quelqu'un qui, au lieu de nous expliquer et que nous fassions, fait à notre place. Un adulte qui termine le dessin d'un enfant ou qui cadre tellement qu'il n'y a plus aucune créativité personnelle. Un enseignant qui donne le truc ou l'astuce sans laisser les élèves trouver la règle par eux-mêmes, par exemple. Alors, sans psychologiser outre mesure, souvent la peur est au rendez-vous. Peur que les enfants se mettent en insécurité, qu'ils ne réussissent pas, que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que nous espérons. Parfois, ces peurs se cachent derrière des considérations matérielles. Peur du désordre, que les enfants chahutent, qu'ils se mouillent, qu'ils se blessent. Mais ce qui est en jeu, c'est la vision que nous avons de la capacité de l'enfant, ce dont il est capable, ce qui est possible pour lui. Et souvent, les enfants peuvent bien plus que ce que nous pensons. Récapitulons. Lorsque les montessoriens insistent sur l'idée que toute aide inutile est une entrave, ils visent notamment à nous mettre en garde contre notre tendance à vouloir faire à la place de l'enfant, lui ôtant alors toute la saveur du geste fait par soi-même. Cela peut partir d'une bonne intention ou ça peut aussi être fait en toute ignorance. À ce propos, petite anecdote personnelle qui n'a pas grande valeur, mais qui montre que cet adage a aussi sa place dans le quotidien. L'autre jour, dans le bus, je vis une petite fille et sa mère. La petite fille se préparait pour appuyer sur le bouton prochain arrêt. Au moment venu, elle jeta un œil à sa mère, qui lui confirma « Tu peux y aller maintenant ». Un homme adulte qui se trouvait à proximité et qui avait vu l'échange, prit alors les devants et appuya sur le bouton. Alors il avait voulu bien faire, bien sûr. Pour lui, ce qui comptait, c'était que quelqu'un ait appuyé sur le bouton et que cette petite fille et sa maman puissent descendre au bon arrêt. Mais pour cette petite fille, le plaisir était de faire par elle-même, d'appuyer, de voir la lumière s'allumer, et au miracle, le bus s'arrêter à l'arrêt escompté. Dès lors, pour elle, quelle déception! Cet exemple peut paraître anecdotique, mais lorsque nous entrons sur le terrain du savoir, les enjeux sont encore plus forts. Pour le comprendre, je vous propose d'analyser une situation concrète que j'ai filmée dans une ambiance Montessori 3-6 ans il y a quelques années, en 2016. Elle met en scène deux protagonistes principales, une éducatrice, appelons-la Liliane, et une enfant d'environ 4 ans et demi, appelons-la Marie. Liliane est une des éducatrices avec lesquelles je travaille étroitement depuis plusieurs années, dans l'objectif notamment d'objectiver les pratiques montessoriennes correctes. Le contexte, ici, est celui d'une maternelle de l'enseignement catholique sous contrat avec l'État, qui met en place une pédagogie Montessori stricte depuis 2009. Liliane a plus de 25 années d'expérience et après une formation au centre La Source, est formée auprès de l'association Montessori internationale. Alors je vais essayer de vous décrire cette situation, non pas en cherchant à dire ce que doit faire Marie ou ce que doit faire Liliane, mais plutôt de faire réfléchir à partir d'une situation générique aux enjeux. J'ajoute enfin que ce que nous allons voir à l'œuvre peut tout à fait s'apparenter à ce que les didacticiens appellent la réticence, c'est-à-dire une rétention d'informations visant à ce que l'élève apprenne par lui-même. Comme le dit Gérard Sansevie, une omission volontaire de ce qui pourrait ou devrait être dit dans l'objectif de permettre la transmission du savoir et l'expérimentation par soi-même. Nous sommes un après-midi d'avril. Liliane, l'éducatrice, est assise à la table sur laquelle elle se place à certains moments de la journée à hauteur d'enfant. C'est un moment où elle se rend disponible pour les enfants qui le souhaitent, tout en s'occupant parfois plus précisément d'une ou d'un enfant selon les demandes et les besoins de chacun. Selon le principe montessorien d'individualisation du travail, chaque enfant vaque à son propre travail, sa propre activité. Marie, dont le visage n'est pas flouté, est depuis un moment déjà dans un exercice de lecture. Dans cette classe, lorsque les enfants commencent à lire, ils reçoivent, à leur demande, des mots écrits sur le vif de la main de la maîtresse, à l'encre rouge sur un rectangle de papier découpé à l'avance. La complexité change bien sûr en fonction de l'avancée de l'enfant, l'enseignante ou l'enseignant suivant bien entendu ce qui est donné à lire à l'enfant. Chaque mot est adapté à la situation, l'appétence, les possibilités de chacun, un événement qui a eu lieu ou toute autre chose qui permet de faire sens. L'enfant prend ensuite le temps qu'il lui faut pour lire le mot, en demandant éventuellement de l'aide. Il l'associe à un objet réel de la classe, joue l'action s'il y a besoin, je ne décris pas cette phase importante, ou encore l'illustre en dessinant. Alors je dois ajouter, pour que l'on puisse comprendre la situation qui va suivre, que dans cette pédagogie, on ne nomme pas encore les lettres à ce stade, mais on travaille avec les phonèmes. L'enfant associe ainsi, dans une activité comme celle-ci, et dès le commencement de l'écriture et de la lecture, le phonème,
le graphème et le sens. Par conséquent, pour composer boa, il associe le b, le o et le a. Revenons à Marie. Celle-ci vient de prendre dans sa pochette le papier avec le mot lune. Comme c'est habituel dans ce type de classe, elle écrit depuis quelques mois, mais commence seulement à lire. Le moment que je décris arrive assez tardivement, dans le sens où Marie a déjà lu le son L, elle a lu la suite une, mais n'a pas établi le lien entre les deux. Effectuer ce lien relève de la lecture à proprement parler. Il ne s'agit pas précisément uniquement de savoir effectuer une correspondance entre le son et les lettres, mais bien de composer les sons afin de saisir le mot, donc le sens. C'est ce que rappelle Maria Montessori dans le début de la pédagogie scientifique. L'enfant qui a fini le syllabaire a l'illusion de savoir lire. En fait, il lit les enseignes des boutiques, les titres des journaux. Son illusion serait bien naturelle si, entrant dans une bibliothèque, il s'imaginait savoir lire le sens des livres. Mais il comprendrait bien vite que savoir lire mécaniquement, ce n'est rien. C'est exactement à ce stade que se trouve Marie. Elle est en train de maîtriser peu à peu la correspondance des sons et des lettres et commence à composer des mots en établissant une correspondance avec leur sens. Je vous propose de regarder la situation photo par photo. Liliane est alors en train de s'occuper d'une autre enfant que nous appellerons Olga et qui se trouve à sa gauche. Juste avant le mot lune, Marie avait essayé, sans succès, de lire le mot tube. Elle avait surtout cherché à deviner le mot en lançant des syllabes un peu au hasard et en regardant Liliane ou en tentant d'accrocher son attention, espérant peut-être que celle-ci la mette sur une piste. Pour le mot lune, le moment d'essai et d'erreur s'est déjà déroulé en plusieurs phases. Il y a d'abord une phase de répétition de sons un peu au hasard. Puis une phase de questions-réponses entre Marie et Liliane, autour du E muet notamment. Enfin, une phase plus courte où Liliane interrompt son activité pour guider Marie, lui indiquant que le mot commence par L, ce qui signifie que le mot commence par le son L. Lorsque nous arrivons au moment qui nous intéresse, Marie a ainsi eu toutes les informations. Liliane, dans la scène qui nous intéresse, n'intervient pas, ne répond pas aux sollicitations de Marie. Marie, à l'inverse, répète sans cesse « une », en cherchant manifestement l'attention de Liliane. Regardons le corps de Liliane. Il reste droit, potentiellement disponible pour répondre à Marie, ce qu'elle a déjà fait plusieurs fois. Cette posture droite est importante. Elle dit littéralement que Marie n'est pas abandonnée, que l'interaction est possible, mais que pour l'instant, Marie doit chercher par elle-même. Liliane reste ainsi dans une posture de neutralité bienveillante, sans repousser ni encourager. Elle ne manifeste pas d'agacement ou de colère, elle ne demande pas à Marie de se taire, mais la laisse continuer son étonnant manège, c'est-à-dire répéter presque à tue-tête le son une. Continuons. Marie répète une, tandis que se déroule l'interaction entre Liliane et Olga. Marie sort du champ de la caméra, tout en continuant à répéter une, et tout à coup, on entend lune, et Marie entre de nouveau dans le champ de la caméra. Cette fois, Marie répète lune, mais il ne s'agit plus d'une demande d'aide, mais d'une affirmation qu'elle a trouvée. Liliane confirme en se tournant explicitement vers Marie. Oui, lune. Que peut-on dire de cette courte situation ? On peut dire que Liliane a aidé Marie, a répondu à ses questions, elle ne l'a pas abandonnée, mais elle l'a également laissé tâtonner à sa manière, la répétition de son, sans interrompre, sans demander le silence, sans commenter, ce qui a permis, peut-être malgré Marie, qui avait envie qu'on lui donne la solution, de trouver la solution par elle-même. Liliane, en outre, a préservé le lien lié au savoir avec Olga, sans couper le lien, là aussi lié au savoir, avec Marie. Du côté de Marie, le fait que Liliane la laisse faire la rend seule responsable de la solution qu'elle a trouvée. C'est bien Marie qui a trouvé elle-même la solution. Lorsqu'elle s'exclame « Lune !», on croirait entendre un « Eureka !». Olga n'a pas été délaissée dans son activité. On peut donc dire que la demande d'attention peut-être un peu insistante de Marie a été, par la suspension de l'action de Liliane, un peu contenue, si l'on veut. Enfin, Marie a eu la sécurité qu'il lui fallait peut-être pour arriver à lire ce mot.
Alors bien sûr, on ne peut pas écarter l'hypothèse que Marie parvient à lire un peu par hasard. Mais peu importe, car ce qui compte ici, c'est la sensation de victoire sur une difficulté par soi-même. Marie, demain, après-demain, répétera cette lecture de mots et pourra peu à peu surmonter les difficultés, soutenues aussi par le reste du matériel. Par ailleurs, elle n'a que 4 ans et demi, elle a donc du temps devant elle. Alors que dire pour terminer cette première approche de la suspension de l'action et de l'idée que nous avons intérêt à ne pas aider inutilement l'enfant? Maria Montessori disait qu'entre eux, les enfants ne cédaient pas toujours, seulement lorsque l'autre avait vraiment besoin d'aide. Le reste du temps, ils laissaient leurs camarades expérimenter par eux-mêmes. En ce sens, les enfants pourraient être un modèle. Nous pourrions dire que toute expérience doit se faire par soi-même pour être une vraie expérience. L'éducateur et l'enseignant, par conséquent, auraient ainsi un intérêt à suspendre leur action, c'est-à-dire notamment à laisser du temps aux enfants pour s'approprier, pour tâtonner, pour se tromper aussi. Cela signifie aussi gagner en lenteur et en décontraction. Dans le cas de Liliane, on voit bien qu'elle étire le temps didactique, laisse la possibilité à Marie de se confronter à la situation afin de lui donner la chance de trouver par elle-même. Bien sûr, tout cela est valable pour tout enseignant ou éducateur, pas seulement les montessoriens. Cela signifie que les adultes sachent prendre aussi du recul sur ce que signifie réussir pour eux et les attentes qu'ils ont, ou les attentes que parfois les enfants ont vis-à-vis d'eux-mêmes, engendrant parfois stress et anxiété. C'est donc valable pour tous, mais dans le cas montessorien, il y a néanmoins quelque chose de plus. Maria Montessori dit souvent que l'enfant possède un ou des secrets qui nous échappent. Il y a des actions que nous ne comprenons pas toujours. Cet enfant qui lave sans cesse la table, bien qu'elle soit manifestement propre depuis longtemps, qui reprend sans cesse tel ou tel matériel, ne le fait pas de manière utilitaire, mais pour une raison qui peut nous échapper. Suspendre notre action, c'est donc ne pas surinterpréter les actions des enfants. Cet enfant que je vois avec plein d'objets dans les mains, est-il en train de mettre le bazar? Je laisse faire en veillant du coin de l'œil. Eh bien non, il était parti pour les ranger. Plus profondément, la confiance en l'enfant suppose qu'il y a une impulsion vers l'activité constructrice qu'il faut aider, rétablir parfois, mais toujours laisser croître. Suspendre son action, c'est aussi cela, dans l'optique montessorienne en tout cas. Accepter de voir ce qui peut éclore et accepter que ce qui va éclore nous échappe pour tout ou partie. Mais nous sommes bien d'accord que parfois il faudra intervenir, mais alors au bon moment et de manière ajustée. Il s'agit notamment de ne pas abandonner les enfants face à leurs difficultés. Parfois il faudra leur laisser du temps, mais peut-être en les rassurant, en leur rappelant que certaines choses demandent de la répétition, de l'exercice. Les micro-réussites aussi sont importantes. Nous voyons donc que la suspension de l'action n'est ni abandon, ni laisser-faire, qu'elle suppose une action ajustée. Mais alors, comment faire? Sans doute, pour essayer de comprendre quoi faire, nous pouvons peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire commencer par apprendre à ne pas intervenir. Maria Montessori disait que tout adulte devait apprendre à résister à ce qu'elle appelait ses impulsions d'action. Elle proposait aux apprenants de s'accrocher à un meuble ou de garder une petite corde dans leur poche et d'y faire un nœud chaque fois que l'envie d'intervenir surgissait. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de vous accrocher à un meuble pour changer vos pratiques, enfin vous faites comme vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre sans doute ceci. D'abord, nos bonnes intentions et nos grandes idées, malheureusement peut-être, ne suffisent pas. Deuxième chose, notre corps est un lieu où s'ancrent nos valeurs. Un des premiers apprentissages des montessoriens peut être, par exemple, d'apprendre à rester près de l'enfant, droit et disponible, mais sans trop intervenir, sans trop parler, sans interrompre. Détrompez-vous, pour beaucoup c'est déjà parfois très difficile. Troisième chose, il y a une prise de conscience peut-être à prendre, celle de ces petites impulsions. Alors vous verrez qu'elles sont très fréquentes, avec les élèves, avec nos enfants, avec d'autres adultes même. Apprendre à suspendre son action, c'est ainsi un socle, sur lequel il est ensuite plus facile, avec du temps et de la pratique, de distinguer les moments où nous pouvons intervenir à bon escient, sans entraver l'action de l'enfant. J'espère que nous avons maintenant à peu près cerné l'enjeu. À vouloir trop aider, nous pouvons entraver la recherche, le tâtonnement, l'expérimentation, la prise de risque. Attention cependant, si l'adulte suspend son action, ce n'est pas pour se reposer ou pour laisser faire, mais c'est bien au service d'une libération de l'enfant, dit Maria Montessori. Sa construction, son indépendance physique et psychique, son indépendance de pensée.
C'est donc une action éducative, même si elle consiste paradoxalement dans le fait de ne pas agir. Ainsi, l'adulte est présent, même s'il n'agit pas ou seulement avec une économie de gestes, d'intervention et de paroles, comme le montre pour finir cette petite suite de photos de Liliane avec un petit garçon qui tente de fermer seul son manteau. On voit bien alors que, du point de vue de l'adulte, il faudra parvenir à distinguer l'aide inutile et l'aide utile, et ce n'est pas toujours facile. Le premier pas peut ainsi être, sans doute, de s'interroger. Est-ce que dans cette situation, c'est utile, c'est-à-dire profitable à l'enfant pour lui-même, que j'intervienne, que j'agisse, ou au contraire, puis-je me retenir d'agir, de parler, d'intervenir, tout en observant de loin ce qui se passe, en restant contenant et en favorisant la liberté? Bien sûr, restera cette question. Comment fait-on lorsque l'enfant se trompe? Doit-on laisser faire même s'il y a erreur? Et si on ne laisse pas faire, alors comment faire? C'est ce que je vous propose d'examiner dans une prochaine vidéo qui s'intéresse précisément à cette question. Pour terminer, je remercie Liliane, Marie et les parents de Marie pour leur aimable autorisation. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt!